Alors, je commence par vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui parle d'un enjeu visiblement qui est très important là, pour notre industrie. C'est le prix du bois d'œuvre, état de la situation et perspective. On avait déjà identifié là, via des sondages que c'était un enjeu très, très important pour les gens de l'industrie de la construction et de la rénovation. Puis là, aujourd'hui, ça se confirme puisqu'on a un peu plus de 400 inscriptions au webinaire. Je me présente, je suis Paul Cardinal, directeur du service économique à l'APCHQ depuis maintenant 2 ans. Je vais vous expliquer brièvement là, le déroulement. C'est très simple. Nous aurons d'abord comme conférencier M. Michel Vincent, qui est du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Il va faire une présentation d'une 20aine de minutes sur la situation du marché du bois d'œuvre. Ensuite, on va profiter de la présence de M. Luc Bédard, qui est directeur général de l'Association Béton Québec. On va profiter de sa présence pour lui adresser une question sur les enjeux dans son industrie. Finalement, je vais avoir également là, une question pour M. François Bernier, qui est vice-président principal affaires publiques à l'APCHQ. Question concernant là, les actions qui peuvent être faites par votre association. Ensuite, il va s'en suivre une période de questions générales. Tous les participants vont pouvoir poser des questions par écrit en utilisant là, la section qui est prévue à cet effet. Je vous mentionne également que le webinaire, bien sûr, est enregistré, alors vous allez pouvoir éventuellement là, le regarder encore et encore, si vous le voulez, là, dans les jours qui suivent. Et puis, pour ce qui est des questions, vous pouvez en poser, bien sûr, là, tout au long de la présentation, mais c'est seulement là, à la fin qu'on va y répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier. C'est M. Michel Vincent, qui détient un baccalauréat en génie forestier de l'Université Laval, un second baccalauréat de l'Université Concordia et une maîtrise en économie forestière de l'Université Laval. Après 5 ans passés en opération forestière et 10 ans dans l'enseignement à l'Université de Moncton, il s'est joint au CIFQ pour un premier séjour entre 2003 et 2009, pendant lequel il s'est principalement occupé du dossier du bois d'œuvre. Il est revenu ensuite au CIFQ vers la fin de 2004 après avoir passé 5 années en consultation. Il s'intéresse particulièrement aux dossiers qui touchent la compétitivité du secteur forestier, y compris le dossier canado-américain sur le bois d'œuvre résineux. Alors, M. Vincent, ce qu'on aimerait beaucoup savoir au cours de votre présentation, ce qu'on aimerait apprendre, c'est naturellement quelle est l'ampleur des hausses de prix, mais surtout quelles sont les raisons sous-jacentes à ces augmentations de prix et surtout à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme évolution des prix du bois d'œuvre au cours des prochains mois. Alors, je vous cède la parole, M. Vincent. Le micro est fermé. Hein? Oui, son micro est fermé. Nous, on ne peut pas l'activer. Hein? Michel, regarde ta photo à l'écran. Tu vas voir ton micro à côté de ta photo. Bon. Alors voilà, je vais devoir recommencer parce que pour voir ma photo et mon micro, il fallait que j'enlève ma présentation. Alors, je repartage l'écran. Alors, est-ce que tout est sous contrôle? C'est beau. C'est beau. Vous m'entendez bien? Alors, merci, excusez du petit délai. En fait, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que 20 minutes, pour moi, c'est un résumé d'une présentation que j'ai donnée à quelques occasions dans le passé. Donc, une présentation qui dure plus d'1 heure. Donc, j'ai coupé, évidemment, sur plusieurs diapositives. J'ai coupé sur vous allez peut-être trouver que je coupe certains coins ronds, par contre, ou que je fais des liens rapidement.
Gênez-vous pas pour m'en faire part dans la période de questions. Alors, sans plus tarder, ben, en fait, ce qui résume bien la situation, vous voyez le prix de deux produits vedettes au Québec, le 2x4.8, 2x4.9, que vous connaissez très bien depuis les 3-4 dernières années. Et on a eu une augmentation quand même significative en 2018. On n'avait jamais vu des prix comme ça, mais évidemment, on ne savait pas ce qui nous attendait. En 2020, après le début de la pandémie, ben, en fait, on a eu une baisse de prix et les prix ont monté après ça d'une façon spectaculaire comme on n'avait jamais vu dans le passé. On avait une lecture plutôt conjoncturelle de la situation à l'époque. On se disait, ben là, les prix, la pandémie a eu une baisse, a créé une baisse au niveau des inventaires de bois d'œuvre chez nos scieurs et la demande a augmenté, le revenu disponible était quand même intéressant et supérieur en avril à ce qu'il était en février grâce à l'intervention des gouvernements. Et on croyait fermement en juin, juillet, août que le prix du bois allait revenir. Et c'est précisément ce qu'il a commencé à faire au début de l'automne. Par contre, on s'est rapidement rendu compte que nos indicateurs à long terme pointaient dans l'autre direction. Nos indicateurs nous disaient, c'est pas vrai que le prix du bois va baisser présentement parce que la demande pour le bois d'œuvre n'est pas à la baisse, mais s'enligne bien à la hausse pour le long terme. Une des choses qui est venue chambarder un peu la situation, il y en a peut-être qui auront remarqué que généralement, le prix du 2x4.8, il est situé en dessous. Si je reculais dans le temps longtemps, on verrait que le prix du 2x4.8 est situé en dessous du 2x4.9. Quelquefois, il passe par-dessus, qu'on arrive à des hausses importantes. Et là, on n'a comme pas vu que c'était la situation en mars, avril, mai. Mais en fait, le 2x4.8, pour nous, c'est un indicateur de rénovation, alors que le 2x4.9, c'est un produit de construction pour les maisons avec des plafonds à 9 pieds. Alors, depuis les 30 dernières années, vous voyez qu'on est dans une industrie qui a de la difficulté à garder ses prix à un niveau intéressant par rapport à l'inflation. Si le bois d'œuvre, depuis les 40 dernières années, avait monté comme au niveau de l'inflation seulement, le bois d'œuvre aura suivi la ligne foncée. Alors, la plupart du temps, la grosse majorité du temps, on n'arrive même pas à suivre l'inflation. Et en 2018, ben, on est revenu, puis là, en 2020, on l'a fait de façon importante. Alors, et on l'a dépassé de façon sans équivoque. Alors, si on se compare à d'autres produits comme le béton et l'acier, en fait, si on part à zéro là, en 1995, on voit que du côté du bois, ça a tardé on a tardé à voir les augmentations parce que, notamment à cause de l'épidémie d'Androctone du pin dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, qui a fait en sorte que les marchés étaient inondés de bois d'œuvre. Et ça, l'épidémie est en train de se résorber. Elle est résorbée présentement. Mais si on se compare au béton, qui a toujours eu quand même une augmentation stable, et l'acier, qui a eu une augmentation importante à la fin au début de la dernière récession 2008, on fait juste rattraper le groupe des produits des produits typiques dans la construction, le béton et l'acier. Mais c'est évidemment qu'on le fait d'une façon très, très rapide. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, et je vous avoue que nous aussi, on a été pris par surprise du côté de la première transformation industrielle dans les prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, la demande principale pour notre produit vient de la construction, vient des gens comme vous nous, on a une demande dérivée. On ne consomme pas un 2x4, on s'achète une maison ou on construit une maison et ça crée une demande dérivée, ce qui fait que la situation de l'industrie de la construction est pas mal la même que celle de l'industrie du sciage résineux. Mais si on regarde les mises en chantier aux États-Unis, on va voir le Québec un peu après, mais je tiens à souligner que le marché pour le bois d'œuvre, il est nord-américain. Pour un scieur québécois, envoyer un 2x4 à Boston, dans les Grands Lacs, à Toronto ou à Montréal, il reçoit la même quantité d'argent, c'est le même prix. Le marché, il est vraiment nord-américain. C'est important de le garder à l'esprit parce que
ça va changer les dynamiques. Puis je sais qu'il va probablement avoir des questions sur la pertinence ou la vision, l'horizon de travail. Est-ce que c'est le Québec? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord? Alors, c'est important de bien spécifier que c'est un marché pour le sillage qui est nord-américain. Alors, vous voyez ici ma bande verte qui est la partie pandémique et les mises en chantier aux États-Unis. Les mises en chantier avaient donné quand même des bons résultats à la fin de 2019. La pandémie a fait en sorte que ça s'est effondré, puis c'est revenu à des niveaux à peu près semblables. Par contre, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que dans les mises en chantier totales, il y a les mises en chantier unifamiliales. Et ces mises en chantier-là aussi en ont eu pour leur rhume au début de la pandémie, mais ils sont revenus à des niveaux nettement plus élevés qu'au début de la pandémie. La raison, en fait, pourquoi ça crée une demande pour le bois d'œuvre, c'est qu'une maison unifamiliale va générer à peu près une demande de 15 000 PMP, c'est notre unité de mesure dans le bois. 15 000 PMP, imaginez-vous que dans un camion que vous croisez sur l'autoroute, les camions de bois d'œuvre, il y en a 30 000. Il y a l'équivalent de 2 maisons dans un camion. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur. Bon, 15 000 PMP pour une maison unifamiliale, mais une maison multifamiliale à partir de 3, 4, 5, 10, 20, 40 unités, on est plus de l'ordre de 5 000, 5 500 PMP par unité. Donc, la consommation qui est dérivée par la construction, elle a été grandement stimulée par l'arrivée des maisons unifamiliales. Et en fait, c'est pas compliqué à comprendre que les gens qui ont passé la pandémie dans un 4,5 en télétravail avec 2 enfants qui n'allaient pas à l'école, ils ont trouvé ça pénible et la demande pour les résidences, l'achat de résidences, elle est dans un niveau qu'on n'a jamais vu aux États-Unis, puis par extension, ben, ça se transmet par des constructions supplémentaires. Il faut comprendre quelque chose, c'est que dans les années 2004-2005, vous voyez, en fait, mon prix que je vous montrais tantôt, c'est ma ligne rouge que je répète ici. C'est sur les marchés de Grand Lac, mais c'est le même prix, c'est la même chose. Mais je le compare avec mes mises en chantier. En 2004, 5, 6, les mises en chantier étaient beaucoup plus élevées qu'elles le sont présentement et pourtant, mon prix était beaucoup plus bas. Donc, ce n'est pas juste une question de demande présentement qu'on voit. La demande est importante, mais vous voyez que ma ligne verte, mes mises en chantier sont loin. On est à 1,5 million aux États-Unis, alors que mes prix sont à un niveau qu'on n'a jamais vu. Même quand les mises en chantier étaient beaucoup plus élevées que ça, j'avais des prix de bois d'œuvre qui étaient beaucoup plus bas qu'ils le sont présentement. Alors, il ne faut pas juste chercher du côté de l'offre, de la demande, mais comme bon économiste va vous dire, c'est toujours le reflet de l'offre et de la demande des prix. Et si on continue, on regarde au Québec, vous voyez que la même chose s'est produite. En bleu, c'est les mises en chantier au Québec, en rouge, en Ontario, qui sont nos 2 marchés canadiens les plus importants. Et vous voyez que dans les derniers, depuis janvier, toute l'année 2019, donc l'année avant la pandémie, jusqu'à la pandémie, en fait, il y avait, on a laissé tomber, passer le choc. Vous voyez que les mises en chantier sont remontées sur une base réelle d'à peu près, on est presque à 5 000 unités, alors qu'on était en bas de 4 000 avant la pandémie. Puis dans une mesure semblable, l'Ontario fait le même constat. Donc, la demande pour les résidents, pour la construction, augmente beaucoup. Et la même chose s'observe au Québec et en Ontario. L'unifamilial a la cote, mais pas dans les centres-villes ou près des centres-villes, mais télétravail, je dirais, oblige ou le permet, c'est dans la 2e, 3e couronne des grands centres urbains présentement où on voit des constructions, parce que quand tu es en télétravail, ben, ça ne fait pas de différence que tu sois collé sur ton lieu de travail ou que tu sois à l'autre bout du monde, c'est la même chose. Alors, il y a une demande qui est là et qui est là pour rester. Une des choses qui fait qu'aux États-Unis, notamment, puis je vais revenir souvent sur le marché américain parce que pour nous, la situation sur les prix du bois d'œuvre s'explique beaucoup par la situation aux États-Unis qui est aussi semblable à celle du Québec ou du Canada. Alors, une chose qui est importante à comprendre, c'est que le prix de la maison neuve par rapport à celui de la maison existante, c'est une donnée, ça, qui est très, très importante dans nos modèles économétriques, qui a beaucoup de valeur parce que ça nous permet de voir que
quand une maison, les gens sont prêts à acheter une maison neuve, se faire construire une maison neuve plutôt qu'acheter une maison existante, quand la prime qu'ils devront assumer ne dépasse pas 20 %. Et ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas vu aux États-Unis. La prime était souvent de 35-40 % pendant plusieurs années et même montait à 50 % au début des années 2000. Alors, c'est beaucoup trop grand. Les gens, là, on est dans le crunch des hypothèques à risque, des subprimes, et on peut trouver une maison qui répond à tous nos besoins, qui a seulement 2-3 ans, mais souvent à 100-150 000 $ de moins. Alors, on y va avec la maison existante, les prix avaient tombé. La prime à la maison neuve qui diminue, c'est pas tant le prix de la maison, de la nouvelle construction qui baisse, comme celui de la construction existante qui augmente beaucoup à cause de la demande présentement. On a eu des mois à la fin de l'année passée où la prime a descendu jusqu'à 5-6 %. Alors, puis ça, c'est un phénomène qui est très long, qui prend beaucoup de temps à se réaliser, et pour que ça revienne à des niveaux qui soient non acceptables, ça va encore prendre plusieurs années. Alors, cette situation-là, c'est un des éléments que je retiens aujourd'hui pour expliquer la baisse la hausse du prix du bois d'œuvre, notamment l'augmentation de la demande. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, dans la dernière décennie, on a construit très peu de maisons par rapport aux décennies précédentes. Donc, à 8,9 millions de maisons, c'est presque la moitié de ce qu'on avait construit dans la décennie précédente et nettement moins que tout ce qu'on a construit dans toutes les décennies. En fait, la seule décennie pour laquelle on a construit moins de maisons, c'est celle de 40-49, où la moitié du temps a été passée en guerre mondiale. Alors, c'est pas très winner pour des projets de construction. Mais l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que, si vous regardez ma ligne orange, on avait dans la dernière décennie plus de 300 millions de personnes aux États-Unis en moyenne, alors qu'il y en avait seulement 150. Il y avait la moitié de la population dans cette décennie-là. Alors, on est en manque. La population américaine est en manque en termes de construction neuve. Puis ça donne que présentement, les inventaires de maisons neuves, maisons existantes, surtout exprimés en mois, donc bref, le nombre de mois que ça prend pour écouler l'inventaire selon la quantité de maisons qu'il y a et la vitesse à laquelle on les vend, bien, vous voyez que au niveau des maisons existantes, ma ligne rouge ici, qui baisse en bas de 2 mois. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis où, en moyenne, ça prend moins de 2 mois pour vendre une maison. Donc, le marché, il est rouge présentement et il devrait toujours y avoir aux États-Unis à peu près 2,5 millions de pancartes de maisons à vendre, de pancartes à vendre devant les maisons. On est tombé à peu près à 1 million présentement. Il n'y en a pas assez. Et le nombre de maisons neuves à vendre aussi est dans un niveau très bas par rapport à son historique. Si on ajoute à ça, pardon, les taux hypothécaires qui sont à un niveau historiquement très bas, on n'a jamais vu un taux hypothécaire depuis pratiquement les 50 dernières années. En fait, on n'a jamais vu un taux hypothécaire sur 30 ans, qui est le taux aux États-Unis, si bas. Vous comprenez que présentement, s'acheter une maison neuve qui commande une prime légère avec un taux d'intérêt très bas, ben, ça fait en sorte que ça vous l'avez vu, ça fait en sorte que les constructeurs d'habitation pardon, ont un optimisme qu'on n'a jamais vu. En fait, la donnée existe depuis 1985. Vous voyez, les bandes vertes, ce sont les récessions. La bande rouge, c'est la récession ou la pandémie qu'on a. Eux autres aussi, ils ont eu un coup dur en début, comme vous d'ailleurs, en début de pandémie. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est retourné à des niveaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Bref, la confiance des constructeurs américains est à un niveau exceptionnel, ce qui va faire en sorte que ils vont construire d'autres maisons. Ils s'attendent à en construire beaucoup dans les prochains 6 mois, dans les prochaines années. Et forcément, la demande pour le bois d'œuvre va suivre. Et si on regarde les mises en chantier, les prévisions de mise en chantier, on est présentement dans un niveau qui est quand même intéressant. On est revenu à notre moyenne des 60 dernières années, qui est de 1,5 million de mises en chantier. Mais on voit que les prévisionnistes s'entendent
généralement pour dire que ce n'est qu'une question de temps et ce temps-là, on va probablement le voir dès 2023, avant qu'on remonte à des niveaux de mise en chantier qui vont dépasser 2 millions d'unités par jour. Alors, la demande pour le bois d'œuvre n'est pas sur le point de diminuer. Vous comprenez que s'il y a quelque chose, elle va augmenter. En fait, nos modèles économétriques nous montrent que dans les prochains 5 ans, la demande pour le bois d'œuvre devrait se situer autour de 4,7 milliards de PMP par mois aux États-Unis, alors qu'elle est à peine de 4 présentement. Ça, c'est 750 millions de PMP de plus par mois. Et présentement, ben, c'est l'équivalent d'à peu près 5 de nos 5 grosses scieries sur au Québec de plus à tous les mois qu'on s'attend d'avoir en Amérique du Nord. Je vous répète, le marché, il est vraiment nord-américain, donc cette demande-là va être satisfaite par l'ensemble des scieries en Amérique du Nord. Mais le Québec représente quand même 10 de la production de sciage résineux en Amérique du Nord. Alors, je fais une première conclusion sur la demande à court terme. Sur la demande, en fait, parce qu'on va regarder l'offre juste après. La prime est basse, l'inventaire de maisons à vendre est très bas, comme on ne l'a jamais vu. Le taux hypothécaire a un bas historique. Puis à long terme, vous voyez ici, c'est des trucs que j'ai dû retrancher, mais la tranche d'âge qui arrive, la tranche d'âge de 35-45 ans, 44 ans aux États-Unis, qui est celle qui achète des maisons, arrive présentement. C'est elle qui a le plus gros taux de croissance et ça va être la même chose pendant les 10 prochaines années. Et dans un contexte où on a un retard important en termes de mise en chantier, le taux d'abordabilité que je n'ai pas vu tantôt, mais présentement, avec le revenu disponible des consommateurs américains, c'est très facile pour eux de supporter le prix d'une maison et avec les effets de la pandémie qui sont là pour rester, notamment en termes de télétravail, la demande pour le bois d'œuvre n'est pas près de diminuer. Si on regarde du côté de l'offre, la chose qui est arrivée, regardez ma ligne grise pour commencer, qui est la production nord-américaine. J'aurais dû avoir une ligne plate ici, mais en fait, j'ai eu une baisse de production importante à cause de la pandémie. Les usines fermaient, la construction était quand même relativement faible en mars, avril, un peu partout, notamment au Québec où c'était arrêté. On calcule qu'il y a un montant de 1,3 milliard de PMP qui n'ont pas été produits quand, pendant le même temps, la demande pour la rénovation, à cause du revenu disponible, du fait qu'on n'avait pas la possibilité de dépenser au restaurant, au cinéma, dans des voyages, partout. Alors, les gens se sont jetés, je ne veux pas dire garochés, en tout cas, se sont garochés voilà, dans la rénovation et puis la construction résidentielle a suivi. Mais ça a fait en sorte que les inventaires de bois d'œuvre ont diminué beaucoup. Et la structure de la demande, on a des inventaires relativement bas parce que ça prend à peu près 7-8 mois avant de couper, entre le moment où on coupe un arbre et le moment où on est payé pour notre 2x4, ça prend 6-7-8 mois souvent. Alors, traditionnellement, on est une industrie avec des inventaires assez bas parce que ces inventaires-là sont lourds à supporter, ils durent 6-7 mois. Alors, aussitôt qu'il y a un petit changement dans la structure de la demande, ça se répercute sur le prix. Et vous voyez que si je regarde mes inventaires ici de bois, je les divise. En fait, c'est ma relation de la valeur de mes stocks versus la valeur de mes livraisons. Parce que si mes inventaires baissent de moitié, mais que le prix double, je ne verrai pas, je ne le détecterai pas. Mais on est à un niveau d'inventaire ici comme on n'a jamais vu dans l'histoire. On n'a jamais été avec des niveaux d'inventaire si bas dans les scieries canadiennes. Je n'ai pas les prix spécifiquement pour le Québec. Alors, les inventaires sont bas. Puis tant que ces inventaires-là ne seront pas renfloués dans toute la chaîne, pas juste dans les cours des scieries, mais dans toute la chaîne, y compris chez vous, chez les quincailliers, chez les grossistes, partout dans la chaîne de production, les prix vont demeurer à des niveaux où ils sont présentement. En Amérique du Nord, vous voyez qu'une des raisons pourquoi on a des prix de cette ampleur-là, ma ligne rouge ici, c'est ma capacité installée en Amérique du Nord, qui est à peu près de 75 milliards de PMP. Elle était 80 milliards avant la dernière crise. Mais présentement, il y a plusieurs effets qui font en sorte qu'on ne peut pas produire davantage en Amérique du Nord. La même chose se voit au Québec, c'est que le bois, la capacité de la forêt
ou la volonté de ceux qui possèdent la forêt d'alimenter l'industrie avec plus de bois, bien, elle n'y est pas. On le retrouve un peu partout, ce phénomène-là en Amérique du Nord, de sorte que ma ligne vert pâle, qui est ma consommation, bien, elle touche à ma production et si je ne suis pas capable de produire plus présentement, bien, ma capacité installée en rouge, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ça ne veut plus rien dire. C'est ma capacité de production ici qui est ma vraie capacité réelle. Et présentement, on est à côté comme on ne l'a pas été depuis plusieurs années. Et puis là, ben, ce que je viens de vous dire, c'est que la demande va ne faire qu'augmenter. Alors, il manque de bois, il va manquer de bois en Amérique du Nord et on est en train de vivre cette situation-là. On est en train de s'y approcher de cette situation-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est l'arrivée du bois européen. Ben, en fait, toutes les importations qui ne sont pas d'origine canadienne sur le marché américain. Vous voyez que dans les années où il y a eu beaucoup de construction, ils étaient présents jusqu'à 250-300 millions de PMP par mois. C'est tombé à presque rien pendant longtemps. Bien là, c'est en train de remonter. Et le bois européen, notamment, il n'est pas, c'est pas pour... on ne le voit pas comme une menace, on ne le voit pas comme quelque chose de négatif. En fait, on le voit comme quelque chose de positif. On en a besoin. Il va manquer de bois. La preuve, c'est que si on prend l'Amérique du Nord comme un périmètre, le périmètre nord-américain, vous voyez que ma ligne vert pâle ici, ce sont mes exportations de bois qui sortent de l'Amérique du Nord. Et la partie hachurée vert, c'est les importations de bois qui proviennent d'ailleurs que de l'Amérique du Nord. Si je fais un moins l'autre, ben, je me retrouve avec ma ligne noire. J'ai déjà été, l'Amérique du Nord, c'est dur à croire, mais l'Amérique du Nord a déjà été un importateur de bois. Il ne l'était plus depuis plusieurs années. On a exporté jusqu'à 7 milliards de PMP de moins et c'était pas du tout compensé par les importations. Mais aujourd'hui, on est à un cheveu de basculer de nouveau dans un marché d'être un importateur de bois net. Et on voit ici que les prévisions sont en 2022. Je vous dis tout de suite que c'est en 2021 qu'on va importer plus de bois qu'on va en exporter. Donc, on va revenir un importateur net de bois. Et on n'a pas le choix parce que il manque de bois sur le marché nord-américain. On n'arrivera pas à satisfaire la demande. Si on regarde plus du côté québécois maintenant, la même chose s'observe. Vous voyez que ma ligne rouge, c'est ma capacité installée. Je vous l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire grand-chose à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus au Québec, parce que présentement, ma production québécoise, elle stagne à peu près 6 milliards de PMP. Si je ne suis pas capable de produire plus avec les prix de bois de sciage qu'on a présentement, puis la demande pour notre produit, probablement que c'est parce que je ne suis pas capable, parce que soit que la forêt ne génère pas assez de bois, ou que je n'ai pas d'entrepreneur ou que je n'ai pas de main-d'œuvre, mais chose certaine, c'est que je ne suis pas capable au Québec présentement de produire plus que 6 milliards de PMP alors que j'en aurais grandement besoin. Vous voyez ici, j'ai un volume d'à peu près 3 milliards de PMP qui est la quantité de bois qui reste au Québec et qui reste au Canada, dont à peu près 2 milliards qui sont consommés au Québec. Alors, il y a une restructuration de toute l'offre et la demande du bois d'œuvre au Québec qui est en train de s'installer présentement parce qu'on n'est pas insensible, le CFQ n'est pas insensible et l'industrie non plus n'est pas insensible au fait que des constructeurs, des gens de deuxième transformation au Québec manquent de bois ou craignent une pénurie de bois. Alors, c'est pas normal, on n'est pas insensible à ça et on est en train de travailler sur des façons pour nous assurer que les constructeurs québécois ne seront pas les premiers à manquer de bois. En fait, il faudrait qu'ils soient les derniers. On ne peut pas manquer de bois au Québec. Alors, on garde toujours cette vision-là. Et voilà. Alors, si je fais une conclusion sur l'offre maintenant, bien, les inventaires de bois d'œuvre sont très faibles et on n'arrive pas à les reconstruire. Tant qu'on n'arrivera pas à les reconstruire, bien, on va avoir des prix qui vont être dans cet ordre-là. Le marché, je le répète, puis c'est important de le comprendre, le marché, il est nord-américain, puis on s'en vient lentement vers un statut d'importateur parce qu'on manque de bois, puis le bois d'Europe, le bois d'Amérique du Sud notamment, il est non seulement nécessaire, mais il est le bienvenu pour nous permettre
d'éviter une surchauffe dans le marché du bois d'œuvre comme on a présentement. Parce que le prix du bois à 1400$, par exemple, sur Montréal, je le dis en toute candeur, il n'est pas soutenable à long terme. Ce n'est pas le vrai prix du marché. Il y a une partie de ce prix-là qui est créée par de la spéculation ou de la crainte de pénurie, appelons ça comme on veut, je ne veux pas m'enfarger dans les termes, mais on voit un peu ce qu'on voyait dans le papier hygiénique au mois de mars l'année passée. Il y a une crainte de pénurie, puis les constructeurs qui ont des obligations ne peuvent pas faire autrement que s'accaparer présentement tout ce qu'ils voient et ça fait monter les prix de façon artificielle. Il faut que ces inventaires-là diminuent, les inventaires augmentent, les inventaires augmentent, puis ils vont augmenter quand les gens vont probablement avoir plus d'argent à dépenser dans d'autres choses que de la rénovation puis de la construction, c'est-à-dire quand la pandémie va être en arrière de nous, ça va avoir un effet probablement important. Et l'arrivée de bois non nord-américain sur le marché nord-américain va avoir aussi un effet stabilisateur. Par contre, le prix va quand même demeurer élevé. Ce qui est important présentement sur les points sur lesquels on travaille le plus, c'est plus au niveau de la disponibilité plus que le prix parce qu'on est dans un marché où les entreprises sont ce qu'on appelle des price takers. Il n'y a personne, le prix est le même partout en Amérique du Nord pour le même produit et personne n'a la capacité de faire monter ou de faire baisser le prix à lui seul ou à elle seule en fermant ou en une usine ou en ouvrant une. On ne le voit pas. Alors, on voit des possibilités de développement dans de nouvelles usines de sciage en Amérique du Nord, surtout dans le sud-est des États-Unis. Mais ça demeure quand même des projets à plus long terme et on ne croit pas que ça va, à eux seuls, ces projets-là vont réussir à faire basculer l'offre à un niveau qui va nous permettre de renflouer nos inventaires. Alors, j'ai passé vite et puis c'était la présentation que je voulais vous faire, les principaux messages que je voulais vous passer, c'est-à-dire les prix, la demande est là pour rester parce que la construction, la demande pour la construction, autant au Canada qu'aux États-Unis, elle est là pour rester dans les 5, peut-être 10 prochaines années. On a des belles années en termes d'activité économique au niveau de la construction. Par contre, on a un enjeu au niveau du bois d'œuvre. Il faut que le Québec réussisse à produire plus de bois en provenance de ces forêts. Ces forêts sont capables d'alimenter l'industrie avec plus de bois. Peu importe la provenance ou la tenue de ces forêts-là, la forêt est capable. Et l'offre présentement, et c'est ce qui fait en sorte que les prix sont ce qu'ils sont. Les prix vont probablement baisser dans un avenir d'ici 6 mois, peut-être 1 an, je ne sais pas, on est en territoire inconnu ici, mais les prix ne reviendront pas à des niveaux qu'ils étaient en 2019, par exemple, à 350$. Ils vont revenir à des niveaux plus de l'ordre de 800, 850. Ça, c'est une prévision. Là, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plus ça qu'on voit présentement. Et les prix à 1400$, on est tous conscients que c'est des prix qui ne sont pas soutenables pour l'ensemble de la chaîne de production qui va de la forêt jusqu'aux constructeurs d'habitation et à l'acheteur d'habitation. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Vincent. C'était très clair, plusieurs graphiques très révélateurs. Donc, la demande va demeurer très forte, puis l'offre limitée. Donc, en somme, on n'est quand même pas sorti du bout. Voilà. Donc, je vais maintenant enchaîner, puisque le temps file. Là. On a aussi la présence de M. Luc Bédard, qui est directeur général de l'Association Béton au Québec. Et puis, j'en profite pour lui demander là, si du côté de l'industrie du béton, en ce moment, il y a aussi des enjeux d'approvisionnement pour nos constructeurs, que ce soit en termes de coûts ou bien de délai. Eh bien, vous m'entendez sûrement. Merci, merci Paul, mais surtout, merci Michel. Hein? Tous les fois, on est toujours intéressé de voir vos chiffres, au sens c'est les seuls qu'on a sur notre propre industrie, blague à part. Donc, Michel vous a présenté justement un beau graphique qui illustre très bien la variation des prix en termes de béton, de bois et puis d'acier, et puis on voit la constance du béton.
Cette constance-là est toujours là et puis elle s'explique par deux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'industrie du béton est beaucoup plus locale, malheureusement, que l'industrie forestière. Puis ça, c'est pas une pointe, là, Michel, tu le sais très bien. Donc, étant plus local, on est plus près des marchés. Et puis, comme tu le mentionnais, Michel, si une scierie voudrait approvisionner un marché bien particulier, mais est soumis au prix global. Donc, ce qui conserve, ce qui fait en sorte que l'industrie du béton, ça l'assure dans un premier temps cette courbe un peu plus stable et surtout dans un deuxième temps, et j'aime beaucoup citer cette phrase du rapport de la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, hein, le rapport Charbonneau. La page 94, le paragraphe 2.7.3 qui dit la chose suivante. Pour une usine de taille moyenne, 45 000 m3, l'acquisition de matériaux représente 40 de ses coûts. Et puis ça, c'est encore vrai aujourd'hui, puis ça l'explique en contrepartie pourquoi la stabilité des coûts. Donc, pour le prix du béton, il y a 60 qui est lié aux matières premières, puis on le voit, le prix est relativement constant dans le temps, puis l'approvisionnement est... Je ne veux pas dire assuré, mais l'an passé, il y a eu quelques heures au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Cette année, les gens sont confiants qu'on va vivre une année, on ne dira pas comme les autres, parce que l'année 2021 ne s'annonce pas comme les autres. Michel l'a très bien présenté, au sens que la demande est là, la demande est forte. Donc, c'est clair que pour nous, il va falloir travailler au niveau de l'autre 40 %. Et puis, l'autre 40 %, bien entendu, il va falloir travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs en termes de planification et surtout travailler ensemble quand on parle de main-d'œuvre. Je pense que François, tu vas aborder le problème de la main-d'œuvre. En tout cas, c'est sinon, mais c'est un problème en soi. Ce qui va affecter les coûts dans les années à venir, présentement et les années à venir, c'est tout le 40 % qui n'est pas les matériaux comme tels, la pénurie de main-d'œuvre, toutes les obligations environnementales, les obligations sociales aussi, quand on est dans un milieu urbain, toutes les restrictions sur les heures de construction. Donc, bien entendu, ça a un facteur qui n'est pas négligeable souvent au niveau des coûts de structure en béton. Donc, je ne sais pas, Paul, si j'ai bien répondu à la question. De notre côté, Michel a bien présenté avec votre graphique. Oui, il y a une augmentation, mais ce n'est pas rien d'exceptionnel, bien entendu. La chaîne d'approvisionnement, mais toutes les chaînes d'approvisionnement ont été soumises à de fortes contraintes. Mais on voit justement, puis Michel, tu l'as bien présenté, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement tend à rattraper le manque qui a été créé justement par les arrêts de production de la première vague de confinement. Donc, on est confiant de notre côté, mais on va avoir besoin, comme jamais, justement, de redéfinir nos façons de travailler parce que c'est clair que les contraintes financières seront de plus en plus grandissantes. Puis je peux vous assurer qu'au niveau des producteurs, on fait tout ce qu'on peut pour réduire nos coûts afin de ne pas avoir d'augmentation de prix. Voilà. Excellent, M. Bédard. Je vous remercie. Pour moi, c'était clair. Donc, je vais passer maintenant là, la parole à M. François Bernier, qui est vice-président principal affaires publiques à la PCHQ. Puis, la grande question à M. Bernier, c'est est-ce que vous avez des pistes là, qui peuvent... vous avez exploré des pistes sur ce qui peut être fait, puis est-ce que la PCHQ a tenté là, diverses démarches pour essayer de régler plus particulièrement là, la problématique du bois? Bon, merci Paul. Oui, des pistes, mais j'aimerais quand même mentionner qu'on a travaillé d'abord avant tout à faire un bon nombre de sorties publiques, un bon nombre de communications pour expliquer au fond la situation. Puis là, je pense que on comprend mieux maintenant l'environnement dans lequel on est, puis on est avec ça pour un certain temps. Ça nous a permis des efforts de communication, entre autres, d'aviser nos membres que c'était peut-être opportun d'avoir des contrats avec des clauses d'ajustement de prix. Donc, c'était important de faire cet effort de communication-là, d'abord. Deuxièmement, il faut mieux comprendre la situation dans laquelle on est. Et puis, notamment, je pense que le séminaire, le webinaire d'aujourd'hui nous éclaire un peu mieux. On comprend mieux là, qu'est-ce qui nous arrive, puis pour combien de temps on est dans une situation comme ça. On a voulu mieux se documenter là-dedans. Et justement, on peut dire merci au ministère de l'Économie qui a, au fond, participé avec nous pour qu'on puisse se créer, puisse se doter
au fond, d'un certain observatoire, on va appeler ça comme ça, là, des prix, des tendances, pour qu'on voit mieux venir. C'est peut-être une leçon qu'on a là, à apprendre, là, pour qu'on voit mieux venir qu'est-ce qu'il y en est. Bon, ça étant dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme démarche? C'est sûr qu'il y a des démarches qu'on pense au gouvernement, comment est-ce que le gouvernement peut nous aider. Il y a aussi des efforts qui appartiennent au marché, puis nous, on travaille un peu aux deux niveaux. Il me semble, à écouter là, bon, tout ce qui se passe, qu'on comprend que le bois au Québec, surtout avec la compétition féroce qu'il va y avoir pour ce bois-là, ben, il faut repenser à la façon qu'on l'administre. Et on sait qu'il y a une stratégie nationale bon, de production du bois là, qui a été déposée récemment. Puis c'est peut-être une très belle occasion pour penser bon, comment on administre au fond la distribution du bois. Puis ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a peut-être besoin de donner plus d'importance à la valorisation du bois au Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un mécanisme, au fond, qui fait que oui, on en a du bois, mais si on le prélève, on s'assure qu'il soit valorisé. Puis ça veut dire transformer au Québec et amener sur des chantiers québécois. Michel a référé un peu à cette importance-là, puis cette conscience-là qu'on veut du bois au Québec pour notre clientèle québécoise. Mais donc, c'est l'occasion d'y réfléchir. Puis là, le mot, là, vraiment, c'est un effort de valorisation au Québec parce que le gouvernement doit voir qu'est-ce qu'il peut faire en cette matière-là. Et puis, il y a l'occasion de le faire avec la stratégie ou d'autres types d'interventions. C'est vraiment pour réflexion. Puis on fait des démarches, des représentations dans ce sens-là. Par ailleurs, le marché, on l'a compris, là, on va être en vive compétition pour le bois qui existe pour les quelques prochaines années. Il me semble que le marché doit s'organiser un peu mieux, le marché québécois doit s'organiser un peu mieux comme acheteur. Et là, il est peut-être temps à penser à resserrer nos forces ensemble pour être un meilleur pouvoir d'achat par rapport au bois qui va être mis en marché bientôt. Puis là, ben là, le mot clé qui pourrait être, c'est que c'est une forme de coopérative ou d'organisme quelconque là, auquel il faudra réfléchir pour ensemble, collectivement, multi-bannières, multi-usagers, être capable de rivaliser sur ce marché-là, parce que je pense que la compétition va être assez féroce au cours des prochaines années. Donc, on fait des travaux dans ce sens-là également pour voir qu'est-ce qui appartient au marché puis comment on peut mieux s'organiser aussi de ce côté-là. C'est ça le petit topo sur quoi on travaille pour essayer d'améliorer les choses. Mais je pense d'y voir clair, c'est déjà un grand point. Fait que moi, je remercie beaucoup Michel et Luc de nous donner l'heure juste un peu sur l'état de situation et que nous permettent au fond de voir là, un peu plus loin puis d'être très réaliste par rapport aux ententes qu'on doit prendre avec nos consommateurs. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, François. Tu as mentionné là, à juste titre que l'APCHQ là, rendait des clauses, des contrats types là, qui sont d'ailleurs gratuits, là, dans lesquels il y a des clauses qui permettent une possibilité d'indexer les prix advenant le cas d'une hausse inattendue et importante du prix des matériaux. Bien sûr, là, je le dis dans mes mots à moi, ce ne sont pas les termes juridiques exacts, mais dans tous les cas, on vous invite à utiliser ces contrats types-là. Si ce n'est pas le cas, vous utilisez d'autres contrats, vous pouvez toujours appeler nos services juridiques qui vont vous aider là, à peut-être à en concevoir des clauses comme ça. On pense là, que dans le contexte actuel, c'est vraiment important d'être le plus possible transparent. Il faut qu'on puisse discuter éventuellement là, ouvertement avec notre client de qu'est-ce qui se produit si jamais on est dans une situation où il y a une augmentation très, très importante des coûts de construction. Il faut être le plus transparent possible et qu'il y ait le moins de surprises possible pour le consommateur. Alors voilà pour ce qui est de cette section-là. Maintenant, bien, il nous reste un petit 15 minutes pour prendre des questions du public. Naturellement, on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, mais on va faire dans la mesure du possible. On va essayer quand même de répondre à des questions par écrit s'il le faut plus tard. Alors, je vais tout de suite aller voir au niveau là, de la section questions. Qu'est-ce qu'on a ici comme question qui nous a été posée de la part des participants? Alors, question pour M. Vincent. Est-ce que les producteurs de bois sont payés plus cher pour leur bois ou c'est seulement le transformateur qui bénéficie de cette hausse de prix? Est-ce que M.
Vincent, M. Michel, je peux ouvrir ton micro. Oui, c'est fait. Alors, en fait, on parle de deux marchés différents. Hein. On parle de ce qui gère le prix du bois d'œuvre, c'est l'offre et la demande pour le bois d'œuvre. Pour ce qui est des producteurs privés, c'est aussi l'offre et la demande. Et puis, quand les prix ont augmenté au mois de juillet, où on voyait ça d'une façon, on le voyait comme quelque chose de court terme, et il n'y a pas eu de demande supplémentaire de la part de l'industrie pour du bois de forêt privée, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison, il n'y avait pas de mécanisme avec lequel on pouvait augmenter les prix. Ce qu'on voit par contre, et puis évidemment j'aurais plusieurs diapositives à vous montrer là-dessus, c'est qu'il existe généralement un décalage de 6 mois à 1 an entre le moment où le prix sur le bois d'œuvre augmente et le prix sur la forêt privée augmente. Et nos sondages à l'interne auprès de nos membres sont à l'effet que c'est déjà enclenché. Cette hausse-là commence à se manifester et 2021, toutes nos séries, pratiquement une très grosse majorité de nos membres au Québec disent immédiatement qu'ils vont devoir acheter plus de bois de la forêt privée, ils vont vouloir le faire et par le fait même, il y a juste une chose qui fait sortir le bois de forêt privée, c'est le prix. Alors le prix va suivre, mais ce décalage-là de 6 mois à 1 an, il va peut-être être un peu plus court présentement parce qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vue, puis les scieurs commencent à croire présentement que ça va durer. Le genre de présentation que je vous fais, je les fais à mes membres aussi, puis donc ils vont devoir, pour augmenter leur production, se tourner davantage vers la forêt privée. Ils le font déjà quand même de façon importante parce que la forêt privée représente à peu près 10% de la superficie du Québec, de la superficie forestière, et assume presque 20% du bois livré aux usines du Québec. Alors, la forêt privée et l'industrie du sillage, on a absolument besoin un de l'autre et ça va se manifester avec la situation qu'on voit. Alors, pour que la demande augmente pour le bois rond de la forêt privée, les producteurs, il faut que les scieurs, premièrement, aient un signal que ça va mieux sur les marchés. Ça, je pense que c'est établi. Maintenant, il faut qu'ils acceptent le fait que cette embellie-là est de long terme. Puis là, ils vont augmenter les niveaux d'achat, notamment de la forêt privée et de la forêt publique aussi. On a besoin de plus de bois pour alimenter l'industrie de la construction. Et on va le faire. Alors, c'est une question de temps avant que ça se manifeste avant que les chiffres sortent pour 2020 et que les contrats se signent pour 2021. Ils vont tous être avec des augmentations de volume et de prix. Merci, Michel. Sauf toi, pas, tu as une autre question là, qui s'adresse à toi. Tu as parlé, bien sûr, qu'il manquait de bois. On était probablement même pour en importer. Mais est-ce qu'il faut prononcer le mot pénurie? Est-ce que vraiment, même si on le paye plus cher, est-ce qu'il va vraiment y avoir de la disponibilité ou on peut manquer de disponibilité sur les chantiers? Bien, peut-être ponctuellement, certaines régions, certains constructeurs pourraient avoir des pénuries, mais je ne suis pas encore rendu à ce niveau-là. Présentement, l'offre est presque à pleine capacité, puis vous avez vu que les producteurs étrangers sont de plus en plus présents et certaines scieries, surtout de la côte ouest des États-Unis et de la Colombie-Britannique, qui sont fermées maintenant, mais avec les prix qu'on a, c'est des usines qui voient qu'il y aurait moyen de reprendre la production parce que le prix du bois est extrêmement élevé là-bas et ils sont fermés, ils ne peuvent pas fonctionner. Mais avec les prix qu'on a, on voit des remises en production, on voit des nouvelles scieries qui viennent dans le sud des États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'on manque de bois. D'autant plus qu'il y a toujours la possibilité d'en importer davantage, puis ça, c'est déjà enclenché, c'est déjà là. Alors, est-ce qu'on va être serré? Oui, on va rester serré pendant un bout de temps. Est-ce qu'on va manquer de bois? Je ne suis pas encore rendu là. Je n'ai pas encore de données qui me permettent de dire qu'on va manquer de bois présentement. Alors, voilà. Mais les inventaires vont être durs à renflouer et puis c'est ce qui va garder les prix élevés. D'accord. Ici, on a quelqu'un qui, visiblement, là, qu'on fait des patios, des terrasses. Elle nous dit que beaucoup de clients disent préférer reporter leur projet en attendant que le prix du bois revienne à la baisse. Et puis, selon vous, quand un retour à la normale? Si je vous ai bien compris tantôt, ça ne va pas rester à ce niveau-là, mais on ne reviendra pas non plus au niveau d'avant la pandémie.
Écoutez, je vais vous faire une petite révélation. Là. Ça coûte à peu près 400$ du mille-pied pour faire du bois. Pendant longtemps, on était à des niveaux inférieurs à ça, des niveaux 250, 300, 350. On perdait beaucoup d'argent. Les graphiques que je vous ai montrés sont assez éloquents, cet effet-là. Présentement, la situation, elle est... c'est évident qu'en vendant du bois 1000 puis 1200$, c'est nettement au-dessus de nos coûts de production et on ne se le cache pas, l'industrie du sciage présentement est rentable. Par contre, quand on regarde depuis les 10 dernières années, on voit qu'on est à peine au-dessus du zéro. On est autour de 1% de rentabilité sur les 10 dernières années. Il y a eu des années extrêmement dures, là, et dans les années, au début tout de suite après la récession de 2008, il y a eu des années extrêmement pénibles qu'on traîne encore. On traîne des fardeaux financiers qui sont encore là. Il faut regarder dans un monde de commodités comme le nôtre, il faut regarder la rentabilité sur l'ensemble du cycle économique et non pas sur une période en particulier. Pour en venir à la situation, la question qu'on me pose, les prix ne pourront pas rester à 14 puis 1500$ du mille-pied parce que c'est tout simplement pas soutenable et des projets qui sont reportés comme la personne qui me pose la question me le dit, bien, ça on en voit partout, on le voit aux États-Unis présentement au niveau des constructions qui sont reportées et on va le voir, ce qui va avoir un effet à la baisse, qui va diminuer la pression à la hausse sur les prix, ce sera peut-être plus la façon de le faire, mais tant que les gens seront confinés chez eux, puis ne pourront pas voyager, ne pourront pas aller manger au restaurant, ne pourront pas dépenser dans d'autres choses, bien, ils vont améliorer, c'est un réflexe naturel d'améliorer notre environnement, puisqu'on est tenu de rester chez nous, mais on va améliorer notre sort autour de chez nous, autour de notre environnement immédiat. Et ça, ben, c'est sûr que ça va maintenir une pression importante sur les prix. Par contre, comme tout le monde, on a tous espoir que les vaccins commencent à un moment donné à se manifester dans des baisses et puis qu'on rouvre les frontières, qu'on rouvre l'économie, qu'on enlève les confinements partout. Ce qui fait que les gens vont recommencer à dépenser dans d'autres choses. Et puis, c'est le moment, je crois, peut-être à la fin, peut-être cet automne, où on va voir des premières baisses de prix. Mais il faut comprendre que la demande va demeurer forte là, au niveau de la construction. La demande est là pour rester là, au niveau de la construction. Vous allez construire beaucoup de maisons, vous allez construire des patios, il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans les 5 à 10 prochaines années, partout en Amérique du Nord. Et les prix vont demeurer élevés. Mais par contre, le prix, il est artificiellement élevé présentement, puis il nuit à tout le monde. C'est pas normal que dans une chaîne de production comme on a présentement, que tous les profits se concentrent sur un même groupe d'industriels. Par contre, nos industriels dans le sillage sont comme tous les industriels du monde entier, dans n'importe quel secteur. On n'aime pas les montagnes russes. On aimerait ça être capable de se planifier puis de se budgéter comme tout le monde. Et puis, nos prix sont passés de 300, 350, où on perdait de l'argent pour chaque 1000 pieds qui sortait de l'usine, à des niveaux qui sont faramineux. Oui, c'est le fun de se faire de l'argent à ce niveau-là, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut de la stabilité aussi. Puis cette stabilité-là va probablement s'installer autour de prix moyens de peut-être 800, 825$. C'est ce que nos modèles nous amènent à croire pour le moment. Puis ça devrait arriver probablement vers la fin de 2021. Merci beaucoup, Michel. Je te laisse prendre une pause. On a le temps peut-être pour encore maximum 2 questions. Puis la prochaine ne s'adressera pas à toi, ça pourrait être François ou même ça pourrait être moi-même. J'aime la question puisque ça va comme suit. On dit dû aux augmentations des coûts des matériaux et donc du prix des maisons, est-ce que l'APCHQ fait des représentations auprès du gouvernement pour réévaluer les remboursements de taxes calculés sur les valeurs marchandes, donc remboursement de taxes pour habitation neuve? Je ne sais pas si, François, tu veux répondre? Je peux répondre. Oui, absolument. Écoutez, cette question-là des remboursements de taxes revient à chaque année parce que tout le monde le reconnaît là, de plus en plus, à force de ne pas les réviser, ils sont de moins en moins pertinents, les remboursements de taxes. Et c'est un des bons outils qu'on a, très simple, pour assurer l'abordabilité du logement. Alors, ça serait très facile pour le gouvernement de recalibrer les remboursements de taxes. Et puis, ils peuvent être particulièrement généreux. Là, si on n'a qu'à regarder en Ontario, c'est beaucoup, beaucoup plus généreux. Alors, c'est possible de le faire.
et ce serait une avenue. Puis à chaque année, alors des représentations prébudgétaires, on porte ça à l'attention du gouvernement. Et puis, mais la trame de fond, c'est pas nécessairement le bois, le prix du bois, mais c'est l'abordabilité. Il faut toujours se battre pour la garder. Et cette saison-ci, d'autant plus, ça aurait été bien pertinent d'essayer de faire cet ajustement-là pour justement l'accès à la propriété et l'abordabilité. Mais vous avez vu le dernier budget du Québec, ça n'a pas été retenu. Mais on le fait systématiquement et on le refera. Mon micro, Paul. Oui, maintenant, c'est moi qui n'avais pas ouvert mon micro, hein, ça arrive. Donc, il y a encore quelques questions bien intéressantes. Je voudrais bien qu'on y réponde, mais visiblement, on manque un petit peu de temps, sauf que on vous répondra à ce moment-là là, par courriel, du mieux qu'on peut. Puis, ça va donc nous faire plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Fait qu'on est rendu au mot de conclusion. D'abord, naturellement, je remercie tous les participants. Je remercie nos conférenciers, que ce soit M. Vincent, M. Bédard et puis M. Bernier. N'oubliez pas que le webinaire va être disponible aux participants. Probablement que le lien sera envoyé en début de semaine prochaine. Il va aussi être mis sur les réseaux sociaux, puis éventuellement aussi dans l'infolettre. Alors, on espère que ça a été utile, que ça a été instructif pour vous et puis qu'on va vous revoir là, lors d'un prochain webinaire. Merci.